On se parle de ce livre aujourd'hui. Je viens de le terminer. J'ai pris tout mon temps pour le savourer tellement je l'ai aimé. Ce livre, c'est Voir la beauté du quotidien et s'en émerveiller. Ça a été écrit par Ingrid Fettel-Lee, j'espère que je le dis bien. C'est une architecte qui s'est questionnée sur pourquoi certains éléments de notre environnement déclenchent chez nous de la joie, du bonheur, un sentiment de bien-être, une forme d'harmonie. Et qu'est-ce qui fait que dans tel objet, de tel environnement, telle façon de vivre une journée, on est spontanément plongé dans cet état d'émerveillement au quotidien? D'abord, je l'ai aimé pour son titre. C'est tellement parlant pour moi, ce genre de titre. Pour ses couleurs, évidemment, quand on le voit dans l'étagère d'une bibliothèque, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Et puis en fait, j'y ai trouvé une vraie Bible, beaucoup d'informations. J'ai découvert plein d'endroits, j'ai découvert plein de personnes, plein d'architectes, de designers, euh, des gens extraordinaires qui ont des comptes Instagram. C'est ça qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver tout le monde très facilement sur les réseaux. Et j'ai vraiment fait un voyage assez étonnant et surprenant qui m'a un petit peu amené un peu plus loin que ce que je pensais déjà pas mal connaître. Moi, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est surprenant, festif, émerveillement, j'en mange tous les jours. Je m'assure d'en mettre dans toutes mes journées. Et je suis vraiment allée beaucoup plus loin avec celui-ci. J'avais envie de venir vous en parler parce que si vous avez l'occasion de le croiser, dans votre cheminement, à la bibliothèque, chez une amie, quelque part, allez le feuilleter. Je vous assure que c'est absolument irrésistible. Vous allez apprendre plein de choses. C'est rempli de culture. Et en fait, cette auteure, elle est allée creuser le comment on fait pour mettre de la beauté et de la joie partout dans son environnement, au quotidien, avec simplement des petits ajouts, des choses vraiment accessibles. L'idée, c'est pas de redécorer son environnement en mode designer d'intérieur, vraiment pas, mais c'est aussi dans sa façon de se comporter, dans la façon d'être sensible aux détails. Et elle a catégorisé toute cette étude avec différents termes, différents chapitres, dont j'ai vraiment envie de vous donner juste un petit soupçon, un extrait de moi, ce qui m'a plu, de ce que j'ai retenu, pour vous donner envie d'aller vérifier ça. Et elle raconte en fait comment en fait l'esthétisme, c'est pas tant une question de goût, mais de bonheur et de connexion. Ça nous relie les uns aux autres. Et quand on est relié, quand on s'émerveille assez étonnamment, quel que soit le pays, sur les mêmes choses, en fait, on se rejoint. C'est une forme de communication, d'être en relation avec les autres. Et juste pour ça, je trouve qu'on a juste un petit peu besoin de ça en ce moment. Alors en fait, elle examine tous les éléments visuels. Pourquoi il y a de la joie? Pourquoi la couleur nous rend un peu plus de bonne humeur? En quoi la lumière naturelle vient agir sur notre bien-être? Pourquoi une forme ronde est plus accessible et plus attirante déjà même pour un enfant qu'une forme carrée? Comment on reproduit ça dans son environnement et comment ça peut changer notre humeur en fait? Donc imaginez si vous révisez l'endroit où vous vivez et que vous vous assurez qu'entre le moment où vous vous levez de votre lit le matin jusqu'au moment où vous passerez la porte pour aller travailler, votre environnement aura été créé, organisé pour vous donner un soupçon de bonheur en plus, quelque chose qui va déjà vous mettre dans de parfaites conditions. Pourquoi ne pas essayer ça dans notre quotidien, tout simplement? C'est très simple. C'est une organisation, un ajustement. Ça nous demande d'être juste un peu plus sensible à ce qui nous entoure. Alors, dans les chapitres qu'elle traverse, le premier, c'est la science de la joie. Et là, on fait la distinction. Le bonheur, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de durable. On ne peut pas définir le bonheur sur un élément, une journée. On est tous en quête de bonheur. Le bonheur contient également des éléments moins drôles dans notre quotidien. Toutes les journées ne sont pas identiques en termes de joie, on est d'accord. Mais l'accumulation de tout ça peut créer une vie faite de bonheur, au sens beaucoup plus large, beaucoup plus profond. On dit souvent d'ailleurs cette citation qui dit: J'ai découvert le bonheur au bruit qu'il faisait en quittant. Donc, généralement, c'est souvent après coup qu'on se rend compte qu'on était dans un bonheur, qu'en fait, peut-être qu'on avait des petits tracas au quotidien, mais que globalement, ça allait bien. Et généralement, on repense à ces bons moments quand il vient de nous arriver quelque chose d'un peu moins drôle. Donc là, l'idée, c'est comment aller chercher ce bonheur quotidien profond, durable. C'est le travail d'une vie, ça vient chercher beaucoup plus de choses. La joie, elle, c'est plus une étincelle, quelque chose de spontané qu'on peut un peu plus parsemer au gré de ses journées. L'idée, c'est d'aller en ajouter justement dans ces journées. Donc en fait, qu'est-ce qui donne de la joie? De la couleur, des rires, de l'éclat, de la surprise. Et un des exemples que je retiens de ce chapitre, c'est quand elle parle de ce projet. Une ville au Mexique, entre autres, c'est un des exemples. J'ai plus le nom exact, puis je ne veux pas faire de boulette en vous racontant quelque chose qui n'est pas vrai, surtout avec mon accent. Cette ville-là avait un taux de mortalité de violence qui était vraiment excessive. Et lorsque un nouveau maire a été élu, il a commencé à repeindre les murs
de certaines maisons abandonnées, délabrées dans la rue, mais des couleurs pétantes, du jaune, du rouge, du vert, du bleu. Ça a créé la surprise. Au début, ça n'a pas forcément plu. Évidemment, c'était nouveau. Tout ce qui est nouveau est désagréable. Au final, c'est devenu un projet qui s'est reporté sur plusieurs bâtiments. Ce que ça a créé, c'est qu'on s'est rendu compte que le taux de mortalité, le taux de violence, s'est clairement amenuisé, tout a diminué parce qu'en fait, on donnait l'intention et l'intérêt aux gens de prendre soin de leur environnement. Lorsqu'un endroit est délabré, une rue est un peu abandonnée, une maison laissée à l'abandon, ça n'encourage pas à continuer à faire attention, à ne pas laisser ses papiers par terre, à ne pas déposer ses ordures. Spontanément, comme tout être humain, on a l'impression que de toute façon, tout le monde s'en fout, on n'est pas à un déchet près. Quand vous faites l'exact opposé, quand vous commencez à prendre soin de votre environnement, donc des maisons qui sont un peu plus arborées, de jolis jardins, des maisons colorées, un endroit pour lequel on a pris soin, on a mis de l'attention, alors ça change notre mindset et tranquillement, on se sent un peu plus gêné de venir déposer nos ordures sur ce même endroit. C'est ça qui a été créé simplement en commençant à remettre du beau dans les rues de cet endroit. Et cette ville aujourd'hui n'est plus du tout la même parce que le niveau de vie est beaucoup plus agréable, la qualité est remontée, les gens sont beaucoup plus conscients de prendre soin de leur environnement. Mais pour ça, il a fallu montrer l'exemple. Puis il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée là-dedans qui dit: l'harmonie offre la preuve visible que quelqu'un se préoccupe d'une chose, d'un lieu et y a investi de l'énergie. Et ça compte pour nous. De voir que quelqu'un prend soin d'un endroit, c'est une valeur que l'on décrypte, c'est une valeur que l'on comprend, qui vient nous toucher et que l'on respecte. Donc, si quelqu'un prend soin d'un endroit, vous allez spontanément continuer à bien en prendre soin. Quand on vous confie une plante ou un animal parce que vos voisins partent en vacances ou quelque part, vous le savez que la personne en prend soin. Vous allez prendre cette même responsabilité de donner le plus grand soin à la charge qui vous est donnée. Une plante, nourrir un poisson rouge, s'assurer qu'il ne va pas mourir pendant le départ de vos voisins. Pourquoi on fait ça spontanément? C'est parce qu'en fait, si quelqu'un a porté de l'attention, on reproduit le même geste. Finalement, c'est aussi simple que ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a plein d'autres projets dont elle parle, entre autres une association où on repeint des écoles. Encore une fois, les enfants sont plus heureux, l'ambiance est plus agréable et elle transpose ça aux maisons de retraite où on a souvent des endroits ternes, tristes, gris, couleur crème. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient ralentir le moral, l'esprit, ça vient complètement anesthésier le souffle de vie des personnes qui vivent ici. Alors qu'à l'opposé, si on mettait de la couleur, des cadres lumineux, les personnes âgées auraient tendance à continuer à être beaucoup plus actives, dans une meilleure énergie parce qu'ils seraient stimulés au quotidien. Vous le savez comme moi, ça. Malheureusement, on ne le fait pas forcément. Donc déjà, reconsidérez votre environnement. Regardez autour de vous, ça ressemble à quoi? Ça vous plaît? Est-ce qu'il y a de la couleur chez vous? Est-ce que c'est un peu trop terne? Est-ce que vous avez laissé tomber des choses? Est-ce qu'il y a un endroit qui mériterait votre attention? Un meuble à réparer? Un endroit de mur où la tapisserie est décollée? C'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui, tranquillement, vous fait abandonner votre énergie, votre environnement, votre lieu de vie, et ça se reflète souvent sur soi par la suite. Donc ça, c'était son premier chapitre, la science de la joie. Elle a évidemment fait un chapitre sur les couleurs, la magie des couleurs, comme quoi ça apporte de la joie. Il y a même eu des études scientifiques qui prouvent que le rose et le jaune sont des couleurs internationalement reconnues comme étant porteuses de joie. Donc en fait, de la couleur, regardez quand il y a un arc-en-ciel dans la rue, dans le ciel, on s'arrête tous pour le regarder, on est toujours aussi émerveillés. Regardez les associations de couleurs que l'on voit au quotidien, que ce soit un prisme qui se reflète sur un mur. La couleur nous fait du bien, la couleur nous égaye, nous met un peu de baume au cœur. Donc, juste de reproduire ça sur soi, des vêtements, une touche colorée dans un environnement, votre cahier où vous prenez vos notes au travail, ça peut déjà faire une très belle différence dans votre façon de passer votre journée. Vous êtes dans la joie. Vous avez créé un environnement propice au bonheur. Juste ça. Plus de couleurs. La lumière, l'espace. Est-ce que votre environnement est spacieux? Quand j'entends spacieux, c'est pas immense, grand, avec des vérandas, avec un truc extraordinaire d'architecte, pas du tout. Est-ce que la lumière rentre bien? D'ailleurs, est-ce qu'il y a assez de lumière chez vous? Est-ce que vous avez tendance à obstruer les fenêtres? Est-ce que vous avez mis une grosse plante? Est-ce qu'il y a un meuble qui cache la moitié de votre fenêtre? Je vois souvent des environnements où on va mettre un sofa devant les fenêtres et condamner l'accès. Tout ça, ça vient vous remettre dans une petite boîte. Ça vient vous enfermer. Ça empêche votre esprit de vagabonder. Moi, j'ai toujours eu, dans ma famille, quand on déménageait avec mes parents, j'ai toujours eu la plus petite chambre entre moi et ma sœur. Mais ça a toujours été la plus lumineuse. Spontanément, je suis toujours allée là où il y a le plus de soleil. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je vais dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle. Je fais tout pour prendre et puiser de la lumière auquel j'ai accès tous les matins. Je sais exactement à quel endroit
et à quelle heure le rayon de soleil va traverser mon sofa. C'est là que je suis assise, forcément avec mon café. J'essaie également qu'est-ce que je dois dégager dans mon espace pour que la lumière passe le plus possible. J'ai ajouté des lampes, j'ai plein de petites lumières différentes à différents endroits pour m'assurer d'en profiter au maximum. Lumière naturelle, lumière que je reconstruis moi-même avec des petites lumières tamisées. Vous ne me verrez jamais allumer la lumière du plafond, c'est impossible pour moi. Trop cru, trop froid, trop violent, trop agressif. Donc la lumière et l'espace, c'est connu, on le sait. Ça fait partie de notre bien-être aussi de cultiver la joie au quotidien. Elle fait un petit aparté sur tout ce qui est feng shui. D'ailleurs, moi, j'ai appris ça. Feng, ça veut dire vent. Shui, c'est l'eau. Donc, autrement dit, quand quelqu'un vient travailler votre environnement pour s'assurer qu'il est feng shui, la question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que le vent pourrait circuler facilement? Bloquer le vent comme dans un endroit et vous allez entendre qu'il va être en puissance, ça va forcer. C'est un environnement qui manque de fluidité. Est-ce que le vent peut passer et s'échapper? Autrement dit, est-ce que l'énergie circule bien ou est-ce qu'il y a un endroit où tout est bloqué? Je vous donnais l'exemple de mettre des meubles devant sa fenêtre. Alors ça, pour le coup, le vent, il n'aimerait pas ça. Enfin, pensez à l'eau. Est-ce que si l'eau devait s'écouler dans votre environnement, s'il y avait une rivière imaginaire, est-ce qu'elle pourrait ou est-ce qu'elle serait bloquée partout? Est-ce qu'elle serait confinée? Est-ce qu'elle pourrait circuler et aller là où elle souhaite selon son envie de manière fluide sans rencontrer d'obstacles, sans devoir se contourner? J'ai aimé apprendre ces deux notions-là. Je connaissais l'art du feng shui, mais j'avais pas forcément relié ça aux éléments. Puis une fois qu'on a ça en tête, d'un coup, on est capable de se dire, OK, en fait, est-ce que c'est fluide? Autrement dit, moi, mon corps, à moi, quand je traverse mon appartement, mon environnement, est-ce que je me prends les pieds dans n'importe quel meuble? Est-ce que quand je passe dans mon salon, je tape forcément dans la chaise de la salle à manger? Est-ce qu'il y a des angles partout? Ou est-ce que je peux me faire mal quand je me lève la nuit? Ça aussi, c'est bon à reconsidérer. Moi, je sais que quand j'ai lu ce chapitre, j'ai regardé autour de moi en me disant, OK, est-ce que ça circule? J'ai un petit environnement, je vis vraiment dans un petit appart en ce moment. On a vidé beaucoup de meubles, en fait, pour s'assurer qu'on puisse circuler. Donc, tout est un peu pensé pour que ce soit fluide. J'ai quand même, malgré tout, changé des choses suite à ce chapitre. J'ai déplacé des plantes, je les ai regroupées à un endroit. J'avais peur qu'elles manquent de lumière. Finalement, elles se sont bien habituées. Je les ai rassemblées. Ça ramène de l'harmonie. Tous les mêmes éléments, vous les rassemblez à un même endroit. Ça amène une paix d'esprit. Puis je vous assure que moi-même, dès le lendemain, je me disais, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? L'entrée. Est-ce qu'il y a des chaussures? Est-ce que c'est compliqué de sortir de chez vous? Mais surtout à l'inverse, est-ce que c'est compliqué de rentrer à la maison le soir? Est-ce que quand vous ouvrez la porte, vous tapez dans la poubelle, il y a trois paires de chaussures? Est-ce que vous empêchez quelque chose de circuler? Ça aussi, questionnez-vous. Moi, typiquement, mon placard est à côté de ma porte. Il y a des chaussures, il y a des manteaux. La poubelle est pas très loin parce que c'est proche de ma cuisine. C'est pas très feng shui, mon affaire. Là encore, j'ai pris le temps de bien ranger les chaussures, de m'assurer que c'est facile de les ranger le soir quand on arrive tous les trois, puis qu'en fait, j'ai fluidifié l'espace. Ben, c'est tout bête, mais non, mon entrée n'était pas merveilleusement bien organisée. J'ai pris le temps de le refaire. Ça m'a pris 20 minutes. Ben, déjà, je sens que ça circule un peu mieux. Donc, c'est toutes ces petites astuces que moi, j'ai vraiment aimées. C'est très pratico-pratique, ce livre, puis ça vous donne envie, en fait, de vous poser les bonnes questions. Également, l'abondance. Ça, c'est un de ces chapitres. L'abondance, et là, j'ai aimé le parallèle qu'elle a fait. Elle nous raconte pourquoi tous les enfants, ou même les adultes qui n'ont pas oublié qu'on était des enfants, on adore l'abondance de certains éléments. Pourquoi on aime autant les petites confettis qu'il y a sur les gâteaux? Parce qu'il y en a beaucoup. Si vous en mettez une, ça va passer inaperçu, on va pas trouver ça merveilleux. Pourquoi on aime les paillettes? Encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi on aime les confettis? Parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, l'abondance, c'est avoir une multitude d'une même chose. Et instantanément, ça nous amène à un émerveillement spontané. Donc, elle raconte l'histoire d'une entreprise aux États-Unis. Dans tous les colis, c'est rempli de confettis. Je crois que c'est la papeterie qu'on peut commander en ligne. Tous les colis sont remplis de confettis. D'ailleurs, dans le bureau de la directrice, il y a un tiroir rempli de confettis. On peut plonger la main juste pour le plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on aime faire quand il y a beaucoup de quantité. On aime jouer là-dedans. C'est un peu l'idée sur le marché, quand vous avez, vous savez, des gros sacs avec des lentilles, avec des haricots, on a juste envie de mettre la main dedans. Eh bien, cet effet d'abondance, pour un cerveau humain, ça nous attire, ça nous met en joie. Mettez 1001 pompons dans un bocal. Je vous assure que tout le monde aura envie de mettre la main dedans. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de choses. Tout ce qui est confetti, pompons, paillettes,
Ça m'a toujours complètement amusée. Et même adulte, c'est quelque chose dont j'use et dont j'abuse facilement, mais je viens de comprendre pourquoi, en fait. C'est parce que l'abondance d'un élément répété fait plaisir. C'est un peu comme cette même idée, vous savez, je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça. Vous sortez tous vos crayons de couleur. J'espère que vous avez encore des crayons de couleur, hein, en passant. Moi, j'en ai encore plein, puis j'en rachète encore plein tout le temps. Et le nombre de fois où j'ai plaisir à tout sortir, à bien les ranger par couleur, éléments coloriels, pour au final me rendre compte que ça y est, j'ai eu mon fun, j'ai plus qu'à les ranger, le moment est passé, je me suis fait plaisir, ça m'a fait du bien de contempler des couleurs. On est encore dans ce système d'abondance, c'est coloré, j'en ai beaucoup, et de les mettre soit dans l'ordre, soit dans des couleurs. Même avec mes livres, je fais ça. Je les ai déjà rangés par tranche de couleurs. Donc un effet chromatique, ça vient amener du bonheur. C'est aussi simple que ça, que j'aime ce genre de mini-choses qui sont à portée de main, mais qu'on a tendance à ranger, à évacuer de notre vie une fois qu'on est rendu adulte. Pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi on s'oblige? Pourquoi on se punit? Puis pendant que je vous parle, là, je lève les yeux, j'ai une guirlande qui est prise dans mes plantes sur le meuble à côté. Des guirlandes, plein de petites lumières. Ça aussi, ça résonne avec abondance. Ça résonne avec un élément qu'on a répété plusieurs fois. Des guirlandes, j'en ai 1000 dans mon appartement. Dans un bocal, dans une bouteille, accrochées à des plantes. Et je pourrais en avoir encore tout autant autour d'une porte. Ben, ça encore, finalement, c'est cette histoire d'abondance qui revient. On aime ça quand il y a beaucoup d'un même élément. Observez chez vous, est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous vous êtes permis un endroit où vous aimez particulièrement un objet et vous vous permettez d'en avoir plein? Parce que l'idée, c'est ça. Imaginez, oh, ça j'adorerais, mais je pense que je ne serais pas capable d'avoir ça à la maison. Un distributeur de boules de chewing-gum, vous savez, les grosses bulles, là, vous mettez une pièce, puis ça tourne. Pourquoi ça, c'est génial? C'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup, c'est tout coloré. Et encore une fois, il y a une sorte d'abondance juste à le regarder. Et c'est ça qui est fou. Paillettes, confettis, bulle de gomme, tout ce que vous voulez, crayon de couleur, le fait de le regarder vous donne déjà du bonheur. Sans même avoir utilisé le crayon, sans même avoir mangé le bonbon, sans même avoir touché la confetti, c'est joli. On s'arrête devant parce qu'on aime ça. Un bouquet de ballons, un bouquet de ballons à un mariage, un anniversaire, une fête, que c'est le fun. Ça vient forcément nous attirer. On prend 2 secondes à l'observer. D'ailleurs, on va s'en souvenir. Donc, le chapitre abondance, je l'ai clairement adoré. Il y a un chapitre sur le jeu, le pouvoir de l'émerveillement. Comment on fait pour ajouter du jeu dans sa journée? Comment on fait pour ramener cet esprit de fête? En quoi la festivité nous fait toujours du bien? Un rassemblement en famille, ça va être bientôt Noël. Pourquoi ces éléments-là, ces événements sont si riches et si importants pour notre bien-être, notre vie, notre épanouissement? C'est parce qu'en fait, ça nous permet de sortir de notre quotidien. Ça fait une rupture. On n'est plus dans notre tête. On n'est plus dans une to-do. Ça crée une rupture dans notre façon d'être, notre façon de vivre. Et on se rassemble momentanément en laissant de côté tout ce qui nous ennuie. Ce pouvoir-là reste toujours aussi unique. Puis, dans ce chapitre-là, elle donne des exemples avec les animaux, comment ils manifestent leur joie quand ils se rassemblent. Par exemple, les éléphants, quand ils se rassemblent en famille, ils vont taper des pieds, des pattes, ils vont faire un bruit hallucinant pour célébrer le fait d'être ensemble. Donc, la festivité, le fait de se rassembler, ça vient avec la notion de bruit. On veut faire du bruit, on est heureux, on se rassemble. C'est même le cas avec les loups. Quand ils se rassemblent en meute, ils vont hurler à la mort pour se célébrer, fêter le bonheur d'être ensemble et de s'être retrouvés. Extraordinaire. Pareil pour les macaques en passant. Et qu'observez-vous dans votre famille à Noël, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plutôt les éléphants, plutôt les loups, plutôt les singes? Moi, je vais observer ça cette année à Noël. Ça, c'était pour le jeu. Bien sûr, je vous en livre un tout petit résumé, mais l'auteur a mis 1000 exemples à chaque fois qui donne envie d'aller creuser et d'aller vérifier tout ça. Il y a un sujet qui est très intéressant, le chapitre sur tout ce qui est forme et mouvement. Et ça aussi, ben, ça amène de la joie. En fait, on se rend compte que la forme, le mouvement nous fait du bien et nous amène de la joie. D'abord, au niveau des formes, tout ce qui est rond est beaucoup plus sécuritaire et protecteur et va nous attirer spontanément. Quand on est enfant, on est attiré par un ballon. Spontanément, n'importe quel enfant. On va aller vers le ballon parce qu'en fait, le côté courbé, la douceur et la rondeur, d'abord, ne nous est pas inconnu. C'est le sein de notre maman, c'est le ventre dans lequel on a été. Donc, ça vient amener une sorte d'harmonie, d'osmose. On se sent en sécurité pour appréhender le monde. Donc, un peu spontanément, on va prendre le ballon, puis on va se laisser rouler pour observer ce qui nous attend après. À l'inverse, tout ce qui est pointu, tout ce qui est un angle, c'est quelque chose que l'on va toujours éviter dans notre vie. Encore une fois, regardez autour de vous.
Quand vous êtes dans votre lit, couché, est-ce que votre bureau, est-ce qu'une commode, est-ce qu'un meuble vous envoie un angle en direct sur vous? Regardez ça. Ça, c'est très violent en termes d'énergie. Vraiment. Préférez des meubles ronds. Moi, je sais que j'ai une étagère ronde dans ma chambre que je vois quand je suis couchée dans mon lit. C'est doux, c'est en rondeur. J'ai un vase qui est rond dessus. Donc, je suis un peu consciente de ce genre de choses. C'est sûr qu'il y aurait sûrement mille choses à améliorer dans mon environnement, mais globalement, ajouter de la rondeur quand vous pouvez, coussin, rond, quelque chose qui nous ramène en fait à notre intérieur. Ça, c'est pour la forme. Regardez maintenant du côté du mouvement. Pourquoi on aime les mouvements répétés, harmonieux? Je pense au French Cancan. Quand toutes ces femmes lèvent la jambe au même niveau, à la même vitesse, au même moment, ça vient nous amener une sorte de réconfort, de bonheur instantané et d'émerveillement. C'est même, vous savez, le cas, cette histoire de sucre ou de domino, vous tapez dans le premier et ça va faire défiler, dérouler tous ceux derrière. C'est toujours aussi magique. Je suis convaincue que si vous passez dans la rue ou quelque part et qu'il y a quelqu'un qui joue à ça, vous allez prendre 2 secondes pour arrêter et voir le mouvement jusqu'à la fin pour vous assurer que tous les sucres, tous les dominos vont tomber au même endroit. C'est plus fort que nous, ça nous attire. Ben, c'est ça qu'on aime quand on va voir un spectacle de French Cancan, quand on va voir un endroit où la danse classique, identique, la natation synchronisée, ça nous émerveille. Notre cerveau est complètement impressionné. Ça nous capte l'attention. Et pendant ce moment-là, pendant qu'on est capté, qu'on est complètement hypnotisé par ce qu'on regarde, qu'est-ce que ça développe en nous? De la joie. Alors, allez voir tous les spectacles du monde, recommencer à faire des courses de dominos ou de sucre. Juste ça peut complètement changer notre humeur et nous ramener dans un moment de simplicité, de fluidité, de bonheur, aussi simple que ça. Allez, encore un chapitre dont j'ai envie de vous parler, c'est sur le côté unicité et authenticité. Et là, en fait, l'idée, c'est de vous assurer d'être entouré de choses qui vous ressemblent, de vous habiller avec des vêtements qui vous font du bien, de porter des bijoux qui vous parlent. Quel est le sens, la signification des objets qui vous entourent de votre environnement? En quoi c'est important pour vous? En quoi ça parle de vous? En quoi vous vous sentez bien quand vous avez cet élément à côté de vous? Moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en étudiant tout ce qui était travail sur soi, mais aussi tous les livres de Dominique Laureau qui parlent beaucoup de comment on garde le meilleur pour soi, on se libère du superflu. J'ai souvent eu à déménager, souvent eu à faire ma valise, parfois sans avoir forcément eu le temps de prendre ou de penser à tout ce que j'aurais voulu emmener. J'ai souvent été challengée, je me rends compte dans mes grands déplacements de vie où je devais vraiment être limitée. Et petit à petit, je me suis rendu compte, je suis vraiment capable de vous dire exactement qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce que je peux me défaire, de quoi je pourrais me défaire demain qui serait pas si important. Et cet exercice de toujours se ramener, est-ce que les éléments que vous aimez sont visibles, sont autour de vous en continu? Tu sais, je vous donne un exemple. Derrière moi, il y a une affiche de Montréal. J'y tiens énormément. Montréal, c'est tout pour moi. Alors, ça me fait plaisir de la regarder. Ça évoque beaucoup de choses pour moi. C'est un grand mouvement dans ma vie d'être venue vivre à Montréal. Ça l'est encore. J'aime regarder cette photo. Elle est choisie, elle est là, évidemment. Juste devant, il y a une bougie, puis sur le pot, c'est écrit Pigeon. C'est mon nom. Ça me fait plaisir, ça me fait sourire. C'est comme si ça m'appartenait. C'est pas du tout ma marque à moi, mon branding, mais j'aime ça. Ça m'interpelle, c'est très propre à moi. La lampe que vous voyez ici, c'est la lampe avec un lapin. Elle me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, mon conte favori. Cette lampe, elle a une signification pour moi. Elle est un peu cassée. Il faudrait que je change deux, trois choses. Elle est très précieuse parce que je me la suis offerte avec ma première paye de directrice marketing. C'était important pour moi. C'était un niveau que j'atteignais. C'était quelque chose que je trouvais assez extraordinaire, une fierté à l'époque. Ben, cette lampe, elle représente tout ça. J'y tiens énormément. J'ai aussi une plante qui n'est pas trop visible ici, qui est derrière moi. J'y tiens beaucoup parce que quand je me suis retrouvée à vivre toute seule en pleine Covid, qui a été un grand chamboulement dans ma vie, parce que je venais de changer énormément de choses dans ma vie, tout. Ben, je suis allée chercher cette plante, puis ça m'a donné comme du courage. Je dis, OK, je suis pas toute seule, j'ai ma plante. Elle s'appelle Ruby, en passant. Cette plante, j'y tiens énormément. C'est mon retour à moi, c'est comment j'ai vécu seule, c'est ma coloc, comment on a vécu dans la tempête, comment tout était tellement effrayant à l'extérieur avec cette Covid, comment moi je me retrouvais au plus creux de ma vie, dans un moment de grande dépression finalement. Mais cette plante, elle a survécu avec moi. On a passé les épreuves ensemble. Elle est encore avec moi dans ma nouvelle vie. Je me suis inquiétée d'elle quand je suis arrivée dans cet appartement qui était un peu trop sombre à mon goût. J'y tiens énormément. Donc en fait, c'est ça, ramener de l'unicité, de l'authenticité. Qu'est-ce qui fait que si vous n'êtes pas là, on va savoir qu'on est chez vous.
Marc, il est au courant de l'histoire de ces objets qui m'entourent. Il sait pourquoi ils sont là. Ça me représente. C'est moi. Il y a un morceau de moi, il y a un morceau de mon histoire qui vient avec tout ça. Et ça me représente en fait. C'est mon environnement, c'est ma continuité. Donc posez-vous la question, êtes-vous entouré de choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui ont une valeur pour vous? Pas simplement parce qu'on vous l'a offert, pas simplement parce que c'était là, puis c'est pratique. Questionnez-vous, est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous fait du bien, qui vous met en joie? Vous êtes la seule personne à vous porter ça, à vous procurer ça. En fait, si c'est pas vous qui le faites, qui va le faire à votre place? Donc en fait, en grand résumé, ce livre, ça parle de tout ça. Et j'ai mis l'autre exemple que moi j'ai retenu, j'ai trouvé ça extraordinaire en termes de culture. Je vous en donne encore quelques-uns. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en Islande, on croit aux elfes, on croit qu'il y a une partie magique, et il arrive même souvent qu'un chantier soit mis sur pause ou soit complètement dérouté dans le cas de faire une grande route, une autoroute, parce qu'on sent qu'il y a une énergie autre ici et qu'on va déranger le village des elfes. Et comme par hasard, il arrive des problèmes sur le chantier, des machines qui ne fonctionnent pas. Donc, très réellement, lorsqu'il y a un chantier qui est mis pour une construction d'un bâtiment pour une autoroute, il y a des gens spécialisés qui viennent vérifier s'ils ne sont pas en train de détruire un village d'elfes. Donc, une population qui a autant de droits que les êtres humains qui vivent en Islande. Incroyable. Vous dire que j'ai tellement hâte d'aller visiter ce pays un jour. Autre chose que j'ai aimé redécouvrir, c'est cet architecte Lovag. Cet architecte, lui, il avait envie en fait d'explorer l'architecture sans être dans des codes, dans une éthique, dans un cadre qui l'aurait bloqué. C'est lui qui a créé le Palais Bulle. Alors, le Palais Bulle, il est connu, il y en a un en France, entre autres, qui a été acheté par Pierre Cardin, un grand couturier français. Le Palais Bulle, vous irez voir sur Google, les images sont assez hallucinantes. Il a créé un environnement qui était tout en rondeur, qui sortait complètement de sa tête. Et ce que j'ai aimé de cette histoire-là, outre l'architecture de cet endroit qui est complètement hallucinant, ça aussi, c'est sur ma wishlist. Allez voir ça un jour dans ma vie. Ce que j'ai aimé de cet architecte, c'est qu'en fait, il s'écoute totalement. Donc, lui, il a défini son propre cadre. Si vous souhaitez qu'il dessine votre maison, il y avait trois conditions à ça. D'abord, il ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler à la fin. Parce que comme c'est un système de bulles, s'il juge qu'il faut ajouter encore une bulle, puis encore une bulle, il garde ce droit d'architecte d'en ajouter. Donc, premièrement, vous ne saurez pas à quoi ça ressemble à la fin. Deuxièmement, il ne va pas s'engager non plus sur quand est-ce que ça va être terminé. Il veut se laisser cette liberté. Enfin, troisièmement, il va pas vous dire combien ça coûte parce que lui-même ne le sait pas d'avance. Donc en fait, il s'est tout le temps respecté là-dedans. Évidemment, il n'a pas eu 1000 commandes, on s'entend. Et malgré tout, il en a fait quelques-unes, dont Pierre Cardin, qui s'est offert la maison Bulle, le Palais Bulle, qui est donc très connu en France et qu'on peut voir de l'extérieur. Allez voir sur Google, je sais même qu'on peut les visiter, c'est un truc qui m'intéresserait tellement. Qu'est-ce que j'ai de redécouvert d'autre? Un loft japonais qui a été créé par Arakawa et Jeans. Alors en fait, eux, ils ont créé des lofts complètement hallucinants qui sont faits pour stimuler les sens. En fait, il n'y a rien de normal dans cet endroit-là. Le sol, apparemment, on dirait que vous êtes sur une dune de sable. Donc, en fait, il n'est pas du tout régulier, vous êtes toujours en équilibre. Quand vous allez dans la salle de bain, qui est une petite bulle au milieu de l'appartement, parce que ce n'est pas forcément des espaces qui sont bien clôturés comme on est habitué. Par exemple, pour se laver les dents, vous êtes sur une pente comme ça. Vous devez garder l'équilibre. Cet environnement est fait pour vous stimuler, pour vous mettre un peu en mode survie et toujours vous permettre d'être vivant, en fait. Donc, tout est comme ça. Il y a même des règles du jeu qui viennent avec. Quand vous arrivez, on vous donne une notice. Par exemple, déplacez-vous à la manière d'un animal dans votre environnement. Euh, Marchez à reculons toute une journée. En fait, ça vient vous éveiller, vous ranimer, vous remettre au centre de votre vie pour redécouvrir tous vos sens. Olfactif, visuel, kinesthésique, la manière dont vous touchez, votre équilibre. Donc, c'est des endroits qui sont complètement dingues, qui existent réellement. Vous pouvez passer une nuit, deux nuits, et vous allez avoir une sorte de notice pour savoir comment vivre dans cet environnement. Assez hallucinant. Ça encore, je rêverais d'en voir. Dans la même idée, une banque japonaise qui, elle, a été travaillée par un architecte, où en fait, leur mission a été, on aimerait que les gens soient heureux de s'attarder à la banque. C'est souvent un endroit où on fait que passer, souvent très froid, des couleurs très austères, il y a souvent les informations, des nouvelles pas très agréables à regarder. C'est un endroit stressant. On n'est pas bien dans une banque, on s'attarde pas. Ils ont fait tout l'opposé. Ils ont mis des murs colorés, il y a des petits endroits pour se relaxer, il y a de la musique douce. Cette banque-là, elle est assez hallucinante. Les gens sont heureux de venir parler avec leurs conseillers. Les employés sont heureux d'avoir un environnement aussi agréable pour parler d'un sujet aussi sérieux. Quelle magnifique idée. Et j'ai encore mille choses à vous dire sur ce livre. En bref, j'espère vous avoir donné envie d'aller le feuilleter, d'aller vous le réserver à la bibliothèque. Moi, ça me donne envie de l'offrir.
Parce qu'en fait, c'est plein de ressources. Il y a des petits dessins de temps en temps. C'est vraiment agréable. Je vous ai pas parlé de la nature, mais je suis allée découvrir des comptes magnifiques sur Internet, sur Instagram, de gens qui ont créé des jardins qui étaient tout le temps en mouvement. On parle de magie. Pourquoi ça nous touche à ce point? C'est une pépite. Honnêtement, offrez-vous-le, allez vérifier. Allez vérifier. Juste ça. Ça fait juste du bien de se ramener un peu de bonheur et de s'émerveiller de son quotidien. Alors, à tester, lui a prouvé, moi j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu. Racontez-moi. Est-ce que vous êtes prêt à lire ou est-ce que vous l'avez déjà lu? Ça m'intéresse de vous lire. Merci.